Je vais commencer par une citation, mais alors celle-là, elle est vraiment usée, mais c'est pas grave. Là où il y a une volonté, il y a un chemin, puisqu'il s'agit de volonté politique. Alors, le problème, c'est que cette citation-là, on ne sait plus si on doit l'attribuer à Lao Tse, à Lénine, à Jaurès, à Churchill. Qu'importe d'ailleurs, parce que elle reste sur le sujet de la médiation, qui nous intéresse aujourd'hui, plus que jamais d'actualité. Comment passer du choix politique de la médiation, qu'on a évoqué depuis ce matin, à sa mise en œuvre concrète dans notre société ? La première question qui m'est venue à l'esprit a été de me dire quelle est la problématique, c'est-à-dire comment entendre ce sujet. Donc je vais l'entendre sur le secteur de la médiation judiciaire et pour ce qui concerne le domaine civil hors affaires familiales. Alors, ensuite, je me suis dit, et toi-même, le juge, que penses-tu de la médiation ? Pourquoi certains de nos collègues n'y sont-ils pas favorables ? La médiation a pour effet de ce que le litige dont est saisi le juge va, dans le fond, migrer et dessaisir le magistrat de ce qu'il peut considérer comme étant de son domaine de compétence ou plus largement, tout simplement, de son empirium. Donc pour cette raison, effectivement, le magistrat peut ne pas être favorable à la médiation. Enfin, il faut avoir en tête que lorsque l'on rend une décision, le jugement est rendu au nom du peuple français, alors qu'en matière de médiation, c'est les parties qui vont négocier entre elles un accord. C'est donc l'émergence de l'idée d'autonomie de la volonté, sachant que nous autres, enfin les juristes qui sont ici présents, savent que cette idée, elle est en recul dans le droit français. Donc pour le magistrat, face à la question de la médiation, ces différentes idées peuvent lui venir à l'esprit. Eh bien, la réponse en miroir, c'est que nécessairement, lorsqu'on a identifié quelques acteurs, on se pose la question de ce qu'est la volonté politique. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette politique qui doit me permettre de répondre et qui doit me permettre de lever les obstacles ? Médiateur, que faites-vous ? Je souris, mais j'aimerais bien avoir des réponses. Médiateur, que faites-vous aujourd'hui pour vous rendre visible, pour vous fédérer, c'est-à-dire que lorsque je souhaite rencontrer un médiateur, j'ai en face de moi un interlocuteur qui représente les autres et non pas des gens qui soient satellisés. Que faites-vous aujourd'hui, vous, médiateur, pour qu'à des formations multiples, il y ait un agrément commun ? Et que faites-vous vous-même, médiateur, pour que lorsque je tape médiation dans Google, eh bien je vois code de déontologie, Association nationale des médiateurs, mais je vois aussi autre chose, et là c'est pareil, j'ai relevé le nom, je vois chambre professionnelle de la médiation, par exemple. Donc, les associations de médiation ne me semblent pas aujourd'hui visibles au sens où moi je l'entends, et je suis de l'autre côté du gué. Je n'ai pas le sentiment d'une structuration importante, et je pense qu'avancer sur la médiation, c'est aussi la volonté politique des associations, des freelances, pour permettre une identification facile des interlocuteurs. Voilà. Et la question, donc, in fine, c'est votre communication est-elle, dans le fond, à la hauteur des enjeux ? À la hauteur des enjeux et à la hauteur de cette volonté politique. La volonté politique en matière de médiation passe aussi par vous. Parce que ce que je veux vous dire, c'est que, pour moi, la médiation, bien sûr, c'est une impulsion. Bien sûr, ce sont des acteurs, mais si je devais figurer la médiation dans l'espace, je dirais que c'est une pyramide avec composée d'acteurs qui se lancent entre des passerelles pour que notre médiation elle agisse en transversalité et en verticalité dans la connaissance. Et aujourd'hui, moi, professionnelle du droit, je n'ai pas face à moi cette pyramide. Autrement dit, je vais pouvoir agir seule à Nanterre ou aidée éventuellement par mon président, mais les relais, lorsque je lance le fil de la canne à pêche, je ne vais rien ramener dans mon filet.
Alors Nanterre, eh bien Nanterre, la volonté politique, pour le moment, je dirais que c'est... mais les choses vont progresser. C'est déjà la volonté d'un homme, et plus précisément d'une femme, et en l'espèce de moi-même, et je suis désolée. Mille excuses de devoir rappeler ça, mais ça montre en même temps toute la difficulté. Néanmoins, j'ai rendez-vous avec mon président mercredi et je lui ai déjà vendu, dirais-je, certaines choses. Je pense qu'il va pouvoir rebondir. Donc la médiation à Nanterre, c'est déjà l'existence d'un référent médiation. Donc là, je dois remercier le président du TGI. Et d'un référent médiation qui n'est malheureusement pas identifié sur l'ordonnance de roulement. Or, le tribunal affiche son activité au travers d'une ordonnance. Donc oui, nous avons un référent médiation, mais non, il n'est pas sur l'ordonnance de roulement. Donc l'affichage, nous ne l'avons pas complètement. Alors, que fait ce référent médiation ? Le référent médiation qui est en charge de la 7e chambre du TGI, la chambre de la construction, a réfléchi sur le sujet et a considéré que dans sa chambre, un certain nombre de dossiers pouvaient relever de la médiation judiciaire. Ce qui veut dire que lorsque les dossiers arrivent au tribunal, le responsable de la chambre, de la 7e chambre, donc les lit, identifie les dossiers qui peuvent relever de la médiation et ces dossiers ne vont pas directement à la mise en état. Dans ces dossiers, un courrier est adressé aux parties, au conseil. Ces courriers sont accompagnés d'une fiche d'information médiation et dans ces courriers, les parties bien sûr qui sont identifiées sont invitées et sont informées de ce que le magistrat considère que l'affaire relève de la médiation. Ils savent donc qu'ils sont choisis, et c'est un mot qui est utilisé, on emploie une terminologie, enfin un champ lexical assez fort, pour leur dire qu'ils sont choisis, qu'ils sont désignés pour relever de la médiation. À partir du moment où l'ordonnance de médiation est rendue, eh bien, l'argent est à consigner entre les mains du médiateur ou de l'association, et donc pour nous, c'est une difficulté, la satellisation des médiateurs, parce que à qui est-ce qu'on s'adresse ? Bon, d'une part, et d'autre part, qui me donne des chiffres ? J'ai besoin de chiffres parce que je veux communiquer sur les effets de la médiation, mais si je n'ai pas de chiffres, comment communiquer ? Comment valoriser mon président pour que lui-même puisse enfourcher ce cheval de bataille ? Il me faut des chiffres. Donc, ordonnance de médiation, 3 mois. Et je dois dire que sur une centaine de mesures de médiation, nous avons en 18 mois à peu près 95% de réussite des médiations acceptées par les parties. Donc on a de bons résultats. De bons résultats, et je le dis sans flagornerie, parce que nous avons de bons médiateurs. Voilà. Je vous laisserai rebondir sur la professionnalisation. Alors, à côté des courriers médiation, nous avons ces courriers, parce que vous savez que la charge des tribunaux est lourde et qu'il faut absolument faciliter le travail du magistrat et des collègues. Donc, nos courriers médiation, ils sont intégrés dans la chaîne civile, ce qui veut dire que le greffier tape un code, le courrier sort tout seul, il n'y a qu'à renseigner le nom des parties. Donc, l'ensemble des courriers relatifs à la médiation est inclus dans la chaîne civile. D'une part, l'ensemble des courriers est visible sur l'intranet du TGI sous l'onglet « Siège civil ». L'action en matière de médiation fait l'objet d'un flash info médiation tous les 2-3 mois aux collègues. Et enfin, il y a une communication au président sur les résultats de la médiation. Au début de l'année, nous avons organisé sur le TGI 2 réunions de médiation auxquelles ont été conviés les parties et les avocats, ainsi que les associations pilotes sur le 92. Au cours de ces réunions, les parties se sont déplacées à 80%, donc c'était assez... C'était même très, valorisant de voir tout ce monde qui était là. Donc cette réunion, je leur ai présenté la médiation, je leur ai dit, oui, vous êtes là parce que vous allez faire l'objet d'une médiation. Et je leur ai présenté l'équipe de la Chambre, et notamment les greffiers, parce que ce sont bien sûr les greffiers qui vont derrière moi gérer les courriers, gérer les coups de fil, gérer les rendez-vous. Et je leur ai présenté les 3 associations qui étaient représentées
qui étaient chacune représentées et qui ensuite ont pris les gens sous leur aile pour expliciter quelle pouvait être leur action. Donc ça, nous l'avons fait à 2 reprises. Les retours des gens, des personnes convoquées, des parties ont été positifs. Nous avons eu des acceptations en médiation. Les associations de médiation ont été contentes de cet échange parce qu'elles ont vu aussi que, dans le fond, on les poussait en avant. Et les greffiers, bien évidemment, mais ça compte, ont été aussi heureuses d'être mis en avant. Alors, j'ai pour projet d'aller encore plus loin, et pour aller encore plus loin, j'ai réfléchi, mais alors je dépasse mon temps, donc je m'arrête, parce qu'il n'y a rien de plus pénible que les gens qui dépassent. J'ai pour projet de voir mon président et de lui proposer des flowcharts qui définirait l'organisation qu'on pourrait mettre en place dès l'arrivée de l'assignation au TGI sans que cela impacte la charge de travail de mes collègues. Parce qu'aujourd'hui, pour le juge aussi, la médiation, elle est vécue comme quelque chose qui va être lourd à gérer. Parce qu'effectivement, au premier courrier qui part, il y a un rappel. Au rappel, il y a un coup de fil. Il y a aussi des détails sur lesquels on bute. Mais on a, par exemple, monsieur et madame contre la société Intel. Ça veut dire qu'il faut aller dans société.com chercher le nom. Donc, ça va être chronophage. Alors que vous savez quelle est la grande pauvreté de la justice, nous n'avons pas de moyens. Et cet effort que nous déployons, si nous le déployons sur la médiation, eh bien nos dossiers derrière ne tourneront peut-être pas comme ils devraient tourner. Une question de la présidente. Madame la présidente. Ce Code national de déontologie a été une œuvre commune avec 10 associations. Ça a été un travail, un accouchement, 9 mois. Et nous avons présenté ici, salle Lamartine, le Code de déontologie le 5 février 2009. L'autre code, c'est l'autre code. Alors, on ne va pas polémiquer, mais voilà, donc je dis que c'est une association. Nous représentons 10 associations, et en plus de cela, le Code national de déontologie a été mentionné dans le rapport du Conseil d'État. Alors, nous vous conseillons d'adopter ce code-là. Voilà. Fortement. Bien entendu. Cette question du code, je ne vais pas aller dans le fond parce que je ne connais pas le sujet, mais bien en exergue le problème de la visibilité et de la communication des associations. Ça met aussi en exergue, il me semble, le problème de la satellisation qui pourrait être un avantage, mais qui, en l'espèce, lorsque l'interlocuteur, c'est un tribunal, peut être une difficulté. Au nom de l'ANM, moi, je vous dis que nous sommes tout à fait conscients que nous n'avons pas la même place que vous, et nous ne sommes pas prêts, mais alors surtout pas à prendre votre place, mais nous sommes prêts à être partenaires. Simplement, je voudrais savoir quelles sont les garanties de départ, de base, dont vous avez besoin. Quand j'ai cherché des associations pour m'appuyer sur des relais, parce que ce sont des relais que je cherchais, j'ai eu du mal à trouver sur Nanterre, dans du civil pur. J'ai trouvé 2 associations, j'ai fini par en trouver une 3e. Je les ai donc réunies pour que nous convenions ensemble, d'abord, du coût. Et ça semble très simple, mais en fait, c'est très compliqué. Parce que si j'envoie les parties devant un médiateur qui ne se sent pas engagé sur un coût, eh bien, le message que je délivre aux parties et qui crédibilise aussi l'action des médiateurs, parce que c'est un petit peu la charte, eh bien, ce message-là, il sera décrédibilisé. Donc, oui, j'ai besoin de relais. Oui, j'ai besoin d'avoir des associations ou autre chose qui viennent me dire ce que vous avez annoncé aux parties, nous le tenons. Donc moi, l'enveloppe que je fixe, c'est 1 500 € maximum. Je ne veux pas mettre en péril les parties en les exposant à des coûts qui ne seraient pas ceux dont on a convenu avec les associations. Et les associations, prennent aussi l'engagement de me faire un débriefing. Je leur demande un débriefing 2 fois par an. Les associations vont le faire, des particuliers, est-ce qu'ils le feraient? Je ne sais pas. Les associations, j'ai un interlocuteur, des particuliers, comment je les rattrape? Sur qui je m'appuie au sein de mon greffe? C'est très difficile pour moi. Donc oui, la visibilité, oui, les relais.
Maintenant, quant à la forme, il n'y a que vous qui sachiez quelle doit être la forme. Si je peux donner les chiffres de mon greffe et que je peux les croiser avec les chiffres que me donneront les associations sur le nombre de médiations judiciaires qu'elles ont faites pour le tribunal, les secteurs dans lesquels ces médiations sont intervenues, c'est-à-dire voisinage, syndic, succession, paiement de factures, je vais pouvoir faire des tableaux de bord, je vais pouvoir agir beaucoup plus finement, je vais pouvoir orienter les parties là où je sais que j'ai des résultats. Donc oui, j'ai besoin de ça. Est-ce que vous ne croyez pas qu'une des premières causes de non-recours à la médiation, c'est que nous sommes naturellement plus sensibles aux torts qu'on nous fait, aux agressions, aux insultes qu'on reçoit qu'à celles qu'on fait. On est aussi plus sensible aux tâches ménagères dans un couple que l'on fait qu'aux tâches ménagères que l'autre fait et qu'on ne voit pas. Donc naturellement, comme la plupart des gens qui sont en prison d'ailleurs, on se sent innocent dans un conflit. Donc naturellement, on n'a pas envie de médiation. On se dit, je suis innocent, l'autre est coupable, donc pourquoi aller en médiation ? Le problème, c'est qu'on est dans le pays de Descartes et qu'il faudrait combattre justement la construction de la réalité qui est une illusion. Alors, je vous donnerai un élément de réponse qui a fait l'objet d'une diffusion dans une revue qui s'appelle Osons l'offensif. 11 000 PME qui sont destinataires de cette lettre. Et donc le responsable m'avait demandé de faire un petit article. Je vous répondrai tout simplement que là où la justice tranche, là où le juge tranche, le médiateur sauvegarde. Ça peut donner justement un argument en faveur de une médiation obligatoire, non pas bien entendu une médiation qui doit réussir, mais parfois, comme vous le dites, les parties qui ne vont pas volontairement à la médiation parce qu'elles considèrent qu'elles sont dans leur bon droit et que l'autre a tous les torts, il peut être intéressant dans ces moments-là, et notamment lorsqu'un tiers est impliqué, lorsque les conséquences de ce blocage se répercutent sur qui ? Sur un tiers, en l'occurrence dans le contentieux familial sur des enfants. Il peut être utile pour un juge de pouvoir amener un petit peu les parties en conflit, parce que c'est ça le but de la médiation, c'est de pouvoir écouter justement la vision que l'autre a du conflit. En assistant à des notamment la FENAMEF qui faisait pas mal de réunions avec des témoignages où des couples disaient, des couples séparés disaient qu'effectivement ils n'auraient jamais été volontairement dans une médiation, que le juge les a incités fortement à rencontrer un médiateur et que ça a été le déclic. Bonjour à tous. Alors je vais être assez bref dans mon propos, simplement pour illustrer ce qui a été finalement dans notre compagnie la mise en place d'une structure de médiation. Alors il faut dire que j'ai beaucoup d'handicap finalement pour présenter mon expérience, mais finalement c'est pas plus mal, puisque ma première qualité c'est d'être un assureur. Alors j'ai compris quand même que les assureurs n'étaient pas très favorables à la médiation. Deuxième qualité, je suis un assureur de protection juridique. Qu'est-ce que je fais finalement dans mon métier de tous les jours ? C'est prendre en charge la gestion des conflits que mes clients ont avec des particuliers, des entreprises, des administrations, dans des domaines tout à fait différents que sont le domaine civil, pénal, droit du travail, etc. Et des entreprises qui sont également clientes chez moi et qui m'ont préalablement acheté un contrat d'assurance de protection juridique pour que je prenne en charge leurs frais lorsque, après des démarches amiables, nous n'avons pas réussi à trouver une solution. Nous partons sur le terrain du judiciaire et donc prendre en charge les honoraires d'avocats et des experts et également les dépenses, frais des tribunaux. Alors, quand nous avons parlé de protection juridique, le sujet a été introduit auprès de nos institutions européennes, dans l'Association européenne des assureurs de protection juridique en 2003, dans un fameux congrès où on nous a présenté la médiation. Il faut dire que la majorité
nos effectifs est constitué principalement de juristes. Donc, je me souviens, j'étais présent lors de cette présentation et je crois que j'étais le seul à m'enthousiasmer sur la médiation, tous les autres disaient que c'est ce truc. Et puis, finalement, avec les années et les responsabilités que j'ai eues dans différentes compagnies en niveau de la gestion des sinistres, du développement commercial et de gestion de compagnies d'assurance, j'ai trouvé qu'il y avait une formidable opportunité. Et puis, depuis 2003, le chemin a progressé, mais vraiment très lentement. Et je dois dire que dans notre compagnie, qui est une filiale d'une société coopérative très bien implantée en Suisse, nous-mêmes, Assureurs Protection Juridique, sommes les deuxièmes acteurs du marché. On gère à peu près 20 000 sinistres par an. Donc, on a une belle expérience sur cette organisation de gestion des litiges. Et lorsque j'ai rejoint cette compagnie, mon travail du départ n'était pas la médiation, c'est arrivé après, au niveau des années 2009, où on s'est intéressé d'un peu plus près à la médiation. Pourquoi sommes-nous intéressés à la médiation ? En Suisse, nous avions à cette époque encore des codes de procédure civile cantonaux très fouillés et pas d'harmonisation. Il se profilait pour 2011 un projet d'unification des codes de procédure civile et codes de procédure pénale. Et donc, on a, dans les travaux préparatoires, évoqué souvent la médiation. Et dans le cadre de réunions stratégiques, on s'est demandé ce que devait faire cette médiation chez nous. Alors, le premier point positif, c'est quand même la loi. On a vu que la loi intégrait quand même dans son dispositif, ou évoquait en tout cas la médiation. Donc, dans nos comités stratégiques, on s'est dit, nous, assureurs protection juridique, dont le métier c'est de gérer les conflits, est-ce qu'il y a un sujet ? Et donc, je crois que l'élément déclenchant, ça a été que j'ai convaincu la direction générale de s'intéresser davantage à la médiation. Entre-temps, j'avais fait un diplôme de médiateur au CMAP et j'étais assez partisan de développer ces méthodes que je qualifie au début d'alternatives. Et donc, je crois que c'était l'événement principal, c'était la conviction que la direction générale a eu de dire « Ah oui, il y a peut-être un sujet ». Donc ça, c'était quand même un handicap important du départ que j'ai su surmonter finalement avec les gens qui m'entouraient. Mais on a entendu tout à l'heure que dans les médiations internationales, il y avait pas mal de spoilers et finalement... la direction générale, c'était un tout petit menu à avaler et c'était assez facile. Le dur du métier est arrivé après. Comme nous sommes assureurs de protection juridique, nous sommes constitués à 70%, 70% de juristes et d'avocats. Et dans notre compagnie, nous avons pratiquement autant, si ce n'est plus, d'avocats qui gèrent à l'interne les dossiers que de juristes. Donc des gens qui sont très 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 bien formés. Et quand le patron m'a dit « Bon, maintenant vas-y, monte en place la structure, va les rencontrer et tu me diras comment ça marche ». Eh bien, je n'ai pas eu un très bon accueil et je me souviens toujours de la réflexion de cette jeune avocate qui venait de recevoir son diplôme. L'encre était encore... n'était pas sèche, et elle me dit « Mais monsieur, pourquoi voulez-vous que je fasse de la médiation ? Regardez, je viens d'avoir mon diplôme d'avocate, et moi, mon travail, et moi, je vis que pour les conflits, la gestion, le conseil auprès des clients. » Voilà. Alors, il a fallu batailler dur pour développer ce concept, finalement, de médiation au sein du département juridique. Comment nous nous y sommes pris ? À l'instar finalement du service de la justice, même dans les entreprises privées, les moyens sont toujours limités. En tout cas, on le dit toujours en début de propos, ça ne mange pas de pain et puis ça oblige chacun à remonter un peu les manches. Donc, nous avons eu l'idée, puisque notre organisation interne était splittée en différentes équipes, voire avec des équipes spécialisées, droit du travail, droit pénal, droit de la circulation, droit des entreprises, on a décidé de désigner une personne de référence dans chaque équipe chargée de la médiation. Ensuite, nous avons sensibilisé les collaborateurs et incité
à suivre les formations de médiation. Alors nos référents sont tous des médiateurs déjà pour commencer, mais tous des médiateurs juridiques. Donc ça c'était un point important parce qu'on s'est dit on va inoculer dans chaque équipe un petit peu d'esprit de médiation. Et donc, ça a été un point assez réussi et régulièrement, 1 à 2 fois par an, nous transmettons les techniques de la médiation, de la négociation raisonnée, et on s'aperçoit que finalement, nos juristes utilisent ces techniques en interne pour gérer leur propre cas. Comme dans la justice, naturellement, la médiation est une activité assez chronophage. C'est vrai, et quand il y a des centaines de dossiers qui circulent chaque mois sur les tables des juristes, la médiation qui va nécessiter naturellement des appels téléphoniques complémentaires, des courriers, des explications, notamment avec les affaires de droit privé, c'est vrai, ça refroidissait pas mal l'initiative. Alors, bon an, mal an, le travail s'est bien développé et on a fait quelques bons succès et on double à peu près les cas en médiation. Le deuxième point que je voulais mentionner, et je vais terminer là-dessus, pour le développement de la médiation, dans le cadre de mes activités, je développe et je suis responsable des grands comptes. Et j'ai estimé qu'il fallait remonter le plus haut possible pour vendre les mérites de la médiation. Et donc, en réalisant des contrats collectifs avec des institutions ou des entreprises ou des groupements de personnes, je leur ai dit que je pouvais leur faire des garanties qui iraient bien au-delà de ce qu'on trouve dans les contrats standards, à la condition que nous les prenions en règlement mode médiation. Et donc, je leur ai finalement refilé la patate chaude en disant « Faites chez vous de la promo pour la médiation », parce que vous n'aurez pas d'autre choix. Aucun assureur ne pourra vous assurer là-dessus. Mais si vous faites de l'information auprès de vos salariés, de vos clients, je pourrai vous donner des solutions que vous ne pourrez pas trouver ailleurs. Et donc voilà, la boucle étant bouclée, avec notre organisation spécifique, avec les développements commerciaux, nous avons mis en place, avec succès je crois, le développement de la médiation au sein de l'assurance protection juridique. Je termine sur ce mot maintenant, Monsieur le Président, en espérant être encore dans les temps. Notre volonté a été finalement de dire aux juristes, de dire à nos assurés, de dire également aux parties adverses avec lesquelles nous étions en conversation, que la médiation n'est pas un moyen alternatif de règlement de son cas, mais c'est un moyen à part entière, au même titre que le renseignement juridique, la gestion interne, la gestion par avocat, les appels, etc., etc. Et dans la panoplie, il y a ce merveilleux instrument qu'est la médiation, et on les sensibilise de plus en plus sans contrainte, naturellement, puisque c'est libre, et comme, par ailleurs, ils peuvent recourir à la procédure judiciaire si la médiation échoue, nous avons des bons moyens de développer aujourd'hui ce nouvel instrument qui est maintenant consacré dans notre code de procédure civile en Suisse. Je vous remercie. Je me tourne maintenant vers Christian Leroux. Comment, si cette volonté politique d'instaurer la médiation, de la développer existe, puisque déjà dans notre droit français nous avons quelques textes qui ont intégré la directive européenne et quelques textes qui orientent vers la médiation, comment aller plus loin? Et est-ce que le Conseil économique et social et environnemental peut appuyer cette démarche, et est-ce qu'il a réfléchi à cette question? La volonté politique, c'est 1973. Georges Pompidou et Pierre Messmer, contre l'avis du Conseil d'État, contre l'avis de tous les grands juristes qui entouraient le gouvernement, ont décidé de faire adopter une loi pour créer un médiateur de la République. Et ironie de l'histoire, cette loi avait été adoptée à l'époque à 1 voix de majorité. En 2008, le président Sarkozy, dans sa réforme constitutionnelle qui englobait énormément de choses, notamment la réforme du Conseil économique et social qui est devenue environnementale, mais aussi la création du Défenseur des droits, qui était le regroupement de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations, la Commission nationale de déontologie de la sécurité, le Défenseur des enfants et le Médiateur de la République. Et c'était notre volonté à l'époque d'élever le médiateur au niveau constitutionnel, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, a été également adopté à 1 voix de majorité. Donc c'est difficile de faire avancer beaucoup de choses dans notre pays, surtout que nous sommes un vieux pays
où lorsque l'on pose des questions, le politique tue les réponses et que l'on ne réussit pas à avoir un dialogue apaisé dans notre pays sur les grands sujets de société. Lorsque, au lendemain de la Première Guerre mondiale, il y a eu des grands mouvements syndicaux qui ont été réprimés dans des conditions terribles, il y a eu une volonté à l'époque politique, mais également syndicale et patronale, de créer une structure de dialogue permanent. Ça a été les prémices du Conseil économique et social en 1925. Le général de Gaulle, encore lui en 1946 puis en 1958, a inscrit ce Conseil économique et social dans la Constitution avec une volonté d'avoir un endroit où l'on pourrait débattre, non seulement entre le patronat et les syndicats, mais également entre l'ensemble des forces vives de la nation. Et la réforme de 2008 a fait rentrer dans ces forces vives de la nation également le monde de l'environnement. La difficulté, c'est qu'à partir du moment où les politiques travaillent sur des échéances courtes, échéances à 2 ans, à 3 ans, voire à 4 ans, ils ont plus tendance à vouloir gagner des électeurs quitte à perdre des citoyens. Et donc, pour gagner des électeurs, il est facile de dire oui à tout, d'enterrer les débats. Et perdre des citoyens, au fur et à mesure, on se rend compte, c'est l'abstention ou la partie de nos concitoyens qui partent vers les extrêmes. Pourquoi je dis ça ? Parce que d'expérience, aussi bien à la médiature de la République qu'au Conseil économique et social, nous nous rendons compte qu'il est plus facile d'ouvrir le parapluie, qu'il est plus facile de prendre le principe de précaution que de partir sur la voie du dialogue. Je vais vous donner un exemple frappant, une grosse médiation, très grosse médiation, et Xavier Barra qui est ici, et Martin Timsit également doivent s'en souvenir, au sujet d'un aéroport dans l'est de la France, où l'on savait que la France serait condamnée, où l'on savait que l'État serait condamné, où on savait que toutes les procédures mises en place par le préfet sur une déclaration d'utilité publique étaient reportées, on savait que la France était en mauvaise situation. Nous avions réussi une médiation autour de 15 millions d'euros, avec les riverains, les communes environnantes, etc. Volonté politique absente, Bercy ne voulant pas débloquer les fonds pour le ministère de l'équipement de l'époque, a dit non, je préfère que vous soyez condamnés, je préfère qu'il y ait une décision de justice pour que je puisse justifier l'utilisation de ces fonds. C'est-à-dire qu'aucun ministre à l'époque n'a pris la responsabilité, et c'était échelonné sur 2 majorités différentes, n'a voulu prendre la volonté politique de faire une médiation qui apportait une économie au budget de l'État et préférait avoir une condamnation pour avoir l'obligation de régler la dette. Absence de volonté politique. Alors notre société aujourd'hui est une société qui en manque de repères, qui en manque de confiance. Jean-Paul Delevoye avait parlé d'usure psychique de la société française et de burn-out. Aujourd'hui, les seules personnes qui se parlent dans les entreprises et même dans les administrations, ce sont les fumeurs. Ils se retrouvent en bas en train de fumer, ils discutent entre eux. On est dans une situation aujourd'hui où dans toutes les entreprises, lorsque vous voulez parler à votre voisin de bureau, vous lui envoyez un mail. Vous ne vous levez plus, vous n'allez plus traverser le couloir, vous n'allez plus discuter, vous envoyez des mails. Et donc le dialogue est rompu. La discussion ne se parle plus. Et donc on a cette société qui ne se parle plus, qui ne se discute plus, et qui en plus, avec la crise générale, a une peur du déclassement. Et donc on rentre dans un état d'esprit aujourd'hui, malheureusement en France, où cette peur du déclassement engrange ce que j'appelle le racisme d'assiette. On n'a déjà pas beaucoup et on ne veut pas partager ce qu'on a peu dans notre assiette. Et donc on se retrouve dans cette situation où le besoin de dialogue, le besoin de discussion, le besoin de médiation n'a jamais été aussi fort dans notre pays. Et des instances comme le Conseil économique, social et environnemental, avec sa composition, j'ai 18 groupes au sein de ce Conseil qui vont de la CFDT, de la CGT, en passant par le MEDEF, en passant par la FNSEA et les environnementalistes, sont des endroits où en permanence il y a ce dialogue social, où en permanence il y a ce dialogue environnemental. Et pour vous donner un exemple tout frais, d'il y a encore 2 semaines, nous avons réussi pour la première fois à mettre en place, dans une salle pas loin d'ici d'ailleurs, c'était la salle Victor Hugo, à l'Assemblée, une médiation
entre la FNSEA, les agriculteurs, et France Nature Environnement, les environnementalistes, sur une thématique très compliquée, les pesticides et les algues vertes. Imaginez ces deux lobbies puissants, syndicats, représentants des ONG ou des intérêts agricoles, qui depuis des années refusent de se parler sur un sujet aussi fort. Nous avons mis 6 mois, mais au bout de 6 mois, ils ont accepté de se parler, ils ont accepté de travailler ensemble, et actuellement encore, ils sont encore en train d'essayer de trouver des solutions à cette problématique. Voilà un exemple de médiation institutionnelle. Alors c'est vrai que nous sommes passés, Jean-Paul Delevoye, médiateur de la République, la présidente du Conseil économique et social, c'était un peu surprenant. Et pour tout vous dire, ça s'est passé de façon très surprenante. Nous étions en train de construire avec Martine, le défenseur des droits, avec des débats lourds à l'Assemblée et au Sénat, et il y avait au même moment, en 2010, des énormes manifestations dans la rue, puisque c'était la réforme des retraites de M. Woerth, qui était polluée par l'affaire de Mme Bettencourt, donc vous imaginez l'ambiance générale qui était quand même un peu compliquée. Et nous rentrons de vacances tranquillement au mois d'août, lorsque les syndicats ont appelé Jean-Paul Delevoye, ils lui ont dit, voilà, monsieur le médiateur, le dialogue social aujourd'hui est rompu en France, le Conseil économique et social est devenu environnemental, les environnementalistes vont arriver, c'est panique à bord, nous avons besoin de quelqu'un spécialiste et rompu au dialogue social et à la médiation pour reprendre en main cette institution belle endormie qu'est le CESE. Et c'est comme ça qu'à la demande des partenaires sociaux, et non pas à la demande du gouvernement, Jean-Paul Delevoye s'est retrouvé médiateur et président du Conseil économique et social le temps que le défenseur des droits soit nommé. Cela montre bien, à travers cet exemple tout simple, d'aller chercher un médiateur de la République pour remettre le dialogue social dans le pays, qu'il y a un véritable besoin de discussion entre nos concitoyens. Et donc, sans vouloir être trop long, parce qu'on a déjà pris 2 heures de retard sur notre table ronde qui était prévue à 15 heures, voilà ce message rapide que je voulais vous donner. La médiation est aujourd'hui au cœur des préoccupations de nos concitoyens, au cœur des besoins de nos sociétés. Ce ne sont pas les politiques qui feront de la médiation, ce ne sont pas les entreprises qui feront de la médiation, ce sont les citoyens qui feront de la médiation. Et donc pour cela, on a besoin d'avoir les outils, on a besoin d'avoir le dialogue, on a besoin d'avoir l'expérience, et je pense que l'association de Gabriel, à qui on ne peut rien refuser, est le meilleur exemple pour mettre en place cette médiation. Merci.